Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, nous allons parler de l'or en général en Guyane. Partir du problème de ces fameux 160 kilos d'or qui ont disparu, qui sont repartis dans l'Hexagone, on va en parler, jusqu'au hurleur aujourd'hui. Il s'en est passé des choses, l'occasion pour nous en 2014 de revenir sur ces sujets d'actualité avec nos invités. Gauthier Horth, président de la Fédération des opérateurs miniers, bonsoir. Bonsoir. Armand Achille, Association des producteurs d'or de Guyane, l'Apogée, bonsoir. Bonsoir Gilles, bonsoir aux téléspectateurs d'ATG. Et Guylaine Bourguignon, membre collectif des Hurleurs, bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue. Alors, où sont passés les 160 kilos d'or? L'occasion pour nous de revenir sur cette actualité brûlante. La presse en a parlé, ça a fait sourire certains. Et puis, c'est tout. En vérité, l'affaire est grave. Aucun politique n'a tapé du poing sur la table. On leur dit là-bas que les Guyanais sont des moutons. Je suis dur exprès, on peut croire que les Guyanais sont des moutons parce qu'une telle actualité dans un autre endroit, dans un autre département, peut-être que ça aurait fait plus de bruit que ça, c'est vrai. 160 kilos d'or retrouvés dans un tribunal qui repartent dans l'Hexagone. Très franchement, c'est passé comme une lettre à la poste. Qu'en pensez-vous, Gauthier Horth? Oui, c'est vrai que c'est passé un peu comme une lettre à la poste. Ça a suscité des réactions. Mais c'est vrai qu'au final, c'est tout. Alors que c'est 160 kilos, c'est vrai qu'on aurait pu en faire beaucoup de choses. Et plus généralement, la question qu'il faut se poser, c'est l'or qui est encore saisi depuis, qu'est-ce qu'on en fait? Bien sûr, on va y revenir. Restons sur cette actualité qui est passée comme ça. Les gens en ont souri, il y a eu des micro-trottoirs, tout le monde en parle, et puis c'est tout. Guylaine Bourguignon. Mais je ne pense pas que ça se soit passé comme ça. On l'a cru. Mais il faut bien savoir que cet or a été réquisitionné par le tribunal de grande instance, qui l'a plus ou moins entreposé. Et à un moment, ils ont vu que la quantité elle était trop énorme pour être gardée en sécurité sur la Guyane. Il y a une mission qui est venue en Guyane, qui a fait le travail qu'il fallait. Il y a une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui dépend directement de la garde des Sceaux, qui a pris l'affaire en main. La question est, sous un régime régalien, cet or devrait-il rester pour la Guyane, matière première de la Guyane, et on sait dans quelles conditions il était confisqué, saisi, ou doit-il repartir sur le national? Oh, ça sera la deuxième question. Sur la première. Moi, je pense qu'on est dans le cadre général de la Guyane, où la légalité s'oppose à la légitimité. Légalement, le sous-sol guyanais appartient à l'État français. Légalement, c'est la justice et la police française et la gendarmerie française qui opèrent en matière de saisie de nos matières minérales. Parce que légalement, tout s'est passé normalement. Mais légitimement, cet or-là, il appartient au peuple guyanais et les saisies faites devraient bénéficier au peuple guyanais. Moi, ce qui m'étonne, c'est que dans ce sens-là, ça marche. Donc, ils prennent notre or et ils le mettent dans le pot commun. Mais l'actualité récente nous l'a montré. Lorsqu'il s'agit du prix de l'essence à la pompe, il n'y a pas de péréquation. C'est-à-dire qu'en France, ils payent l'essence 40 centimes de moins que nous et ça gêne personne. Et si les frais qui étaient qui sont spécifiques aux réalités guyanaises étaient partagés par les 40 millions d'automobilistes français, eh bien, dans ce cadre-là, on aurait pu avoir l'essence au même prix qu'en France. Donc, dans un sens, la légalité marche pour eux, pour leurs bénéfices, parce que c'est 160 kilos d'or. Ça représente grosso modo au cours actuel environ 6,5 millions, 7 millions. Donc c'est quelque chose qui est bénéfique en tout cas pour la France. Et les 40 centimes de plus qu'on a sur le prix de l'essence, eh bien, ils ne font pas marcher la péréquation à ce niveau-là. Pour l'or guyanais, la Guyane est vraiment un département français. Pour autre chose, c'est une autre affaire. D'où la question, justement. Bon, j'ai bien compris, vous êtes tous d'accord, j'imagine, quoique, vous allez me dire, qu'il faut que l'or reste en Guyane. On fait comment, concrètement? À part taper du poing dur sur la table, à part mettre une certaine pression, parce que Armand Achille l'a dit, mais enfin, vous êtes tous d'accord là-dessus. Il y a des règles, nous sommes un département français, mais très franchement, il faut que cet or reste en Guyane. On fait comment? On tape du poing sur la table, mais après, c'est les politiques qui doivent prendre ça en main. La question, c'est déjà là qu'ils reviennent. La question, c'est qu'est-ce qu'il est devenu? Ça représentait environ 6 millions d'euros. Tout à fait. Donc,
à qui profitent ces 6 millions d'euros qui ont été volés une première fois, qui sont issus d'un pillage, et qui, une deuxième fois, auraient été volés? Parce qu'on est tous d'accord que, comme Armand Achille le dit, cet or revient à la Guyane. Et on ne sait pas réellement où il est passé, en tout cas s'il a été vendu, à quel profit. Et ce serait intéressant de savoir, auparavant, vous savez qu'auparavant, les saisies d'or étaient vendues aux enchères au tribunal de Cayenne. Auparavant. Effectivement, depuis un peu moins d'une dizaine d'années, il n'y avait plus de vente aux enchères. Et c'est là que l'or s'est accumulé. Mais aujourd'hui encore, tous les jours, la presse annonce des condamnations et des saisies d'or. On fait comment, Guylaine Bourguignon? Je me rends compte qu'on discute sur à peu près 10% de ceux qui s'évadent de la Guyane de façon illégale. 160 kilos d'or et les estimations vont jusqu'à 10 tonnes qui s'évadent de la Guyane de façon illégale. Alors vous voyez, on fait comment? On fait comment? Il y a une grande discussion à avoir. Il y a des questions fondamentales à avoir concernant ce pouvoir régalien à faire exercer, qu'on le veuille ou pas, puisque de toute façon, c'est pas demain qu'on va être indépendant. On dépend de la souveraineté française qui doit s'exercer absolument sur ce territoire. Et hier, j'étais en éveil intellectuel, comme j'aime le dire, et je me suis rendu compte que la République islandaise vient de voter une convention qui remet la propriété des matières premières aux populations dites premières. Et ce serait bien qu'on arrive. L'Islande, c'est l'Europe, c'est des zones développées. Ils arrivent à le faire. Donc ce sont des exemples qu'il faut avoir, qu'il faut suivre. Ce sont des négociations. Il faut faire confiance aux personnes. De toute façon, ce sont les peuples qui mettent le gouvernement en place. Donc les peuples au niveau local devraient avoir cette capacité de se gérer et de gérer leurs affaires. Et la France n'est pas l'Islande. Et la France n'est pas l'Islande. Bien dommage. On fait comment? Deuxième question. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Moi, je pense le problème de fond, c'est la gouvernance de la ressource. Bon, aujourd'hui, l'administration française, moi, ça fait depuis 93-95 que je suis dans ce secteur d'activité, et l'administration française a échoué sur toute la ligne. Et le problème de la gouvernance de la ressource se pose. Il y a eu quatre grandes périodes, parce que nous sommes dans la quatrième maintenant, dans l'activité aurifère en Guyane. Il y a eu la période de la ruée vers l'or, qui s'est déroulée sur une centaine d'années, entre 1855 et 1950, où il y a eu un véritable rush, et c'est là où les zones aurifères ont été découvertes dans l'ensemble de la Guyane. Il y a une deuxième période où, avec le territoire de l'Illini et la départementalisation, donc la loi de l'assimilation, ils ont enlevé les Guyanais de la forêt. Ils ont fait en sorte que les gens reviennent en île, et là, il y a eu un petit déclin de l'activité minière. Et il y a la troisième période où il y a eu un rebondissement grâce à l'augmentation du cours de l'or, et puis aussi au fait que la technique hydraulique à la lance monitoire, qu'on appelle la technique brésilienne, est entrée en Guyane, et ça a fait en sorte qu'il y a eu un regain d'intérêt pour ce secteur d'activité. Et toutes ces périodes-là ont été des périodes où les Guyanais ont eu pratiquement jeu égal avec l'administration française jusqu'au milieu des années 90, où ils ont été les promoteurs d'un cadre réglementaire qui soit adapté aux réalités guyanaises, notamment avec la loi de 98 qui adaptait le code minier réformé de 1995 et les décrets de mars 2001. Et la période dans laquelle on est en ce moment, oui, ouais. C'est une période de trouble, parce que entre 75 et 95, la France a financé un inventaire minier dans le but d'installer des mines industrielles, et entre 95 et 2004, la France a mis en place une politique pour éliminer les opérateurs miniers guyanais. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il y a pratiquement plus d'opérateurs miniers guyanais, où le cours de l'or n'a pratiquement jamais été aussi haut, même si aujourd'hui... Même si ça a baissé il a tendance à baisser, et où partout dans le monde,
les pays qui ont un potentiel aurifère produisent plus, sauf en Guyane. Donc la France n'a pas réussi à installer une mine industrielle. Elle n'a pas réussi à empêcher. Elle ne voulait pas. Non, elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi, puisqu'elle le voulait, puisqu'elle a fait un inventaire minier et elle a fait un appel à projet. Donc il y a des multinationales qui sont venues, qui ont postulé. Elle n'a pas réussi à éliminer l'empaillage clandestin et elle n'a pas réussi à augmenter la production ou même simplement à la maintenir alors que le cours de l'or a augmenté et que les pays voisins, comme le Guyana, cette année, le Guyana a fait 14 tonnes d'or. Alors que le Guyana, depuis la fermeture d'Ormeil, était inconnu sur l'or. Le Suriname, pour conclure, le Suriname a fait 40 tonnes d'or, alors que les plus grands spécialistes disent que le potentiel guyanais, il est 3 fois supérieur que celui du Suriname. Et les 40 tonnes d'or du Suriname, oui, c'est 23 pour les entreprises industrielles et 17 pour les petits opérateurs. Vous savez combien la Guyane, officiellement, a fait de tonnes d'or en Guyane? C'est ma question. À peine 1,5. Alors qu'il y a 10 ans, on en faisait en moyenne 3,5, 4, et on en exportait 5, 6, voire 2 années où on exportait 9 tonnes en 2001 et en 2002, alors qu'on n'en produisait que 3. Très bien, Rachid, on a bien compris, pour que les téléspectateurs comprennent bien, sans partir dans des chiffres. Non, mais c'est important de connaître la réalité. Pas les vôtres. On va essayer d'être clair pour les téléspectateurs, sans partir dans des chiffres virtuels. Vous qui connaissez bien les chiffres de l'or, que doit normalement rapporter l'or extrait de notre sol, Gauthier-Hort, si il fallait même faire le calcul avec l'orpaillage clandestin. Qu'est-ce qui, normalement, devrait retourner ici pour la Guyane? Alors, nous faisons le calcul sans l'orpaillage illégal. Alors, OK. Alors, pour nous avons fait une proposition au gouvernement d'un plan de développement durable des activités minières, tourné sur l'activité aurifère, qui porte sur la création de jusqu'à 4000 emplois, dont un peu moins de la moitié en emploi direct et le reste en emploi indirect. D'accord ? Nous avons des estimations qui nous laissent penser qu'on pourrait faire passer, en tout cas, la fraction des 10 tonnes d'or qu'on estime, c'est un consensus, 10 tonnes, parce qu'on est sûr que c'est bien plus. Mais 10 tonnes, on est tous d'accord. D'accord. Donc on est sûr qu'il y a au moins 10 tonnes d'or qui s'échappent tous les ans de la Guyane. Sur ces 10 tonnes d'or, il y a en moyenne 10 kilos qui sont récupérés par les douaniers, les services de police en général. Donc 10 kilos qui sont récupérés chaque année sur 10 tonnes, sur 10 000 kilos qui s'évadent chaque année. D'accord ? Et notre objectif est clair, il est de faire passer cette fraction de 10 tonnes illégales dans la fraction légale. Comment ? En installant des entreprises. D'accord ? En faisant en sorte que ces 10 tonnes soient produites légalement avec un opérateur industriel, avec des sociétés, des PME et avec des artisans. Je suis d'accord avec le modèle que les artisans pourraient représenter la moitié, même s'il y avait un opérateur industriel, 2 ou 3 PME, les artisans devraient quand même occuper une grande part de la production. Et pour ça, comme on le voit avec l'exemple du Guyana, qui fait des records de 14 tonnes, il faut une politique minière. Effectivement, la question de la souveraineté sur les ressources naturelles est essentielle, et il n'y a pas d'autre solution pour développer la mine que d'accepter le principe que les ressources minières de Guyane sont la propriété du peuple guyanais et que leur gestion devrait dépendre de leurs représentants. Est-ce que le président Hollande était dans le département il y a quelques semaines? Est-ce que vous lui avez dit ça clairement? Est-ce qu'il a compris ça? Je ne sais pas s'il l'a compris. Je lui ai dit clairement, d'accord, que tous les travaux qu'on a avec le gouvernement vont dans ce sens de dire il n'y a aucune autre possibilité que de faire les Guyanais gérer eux-mêmes leurs ressources. Et je vais vous donner un exemple. Nous avons négocié de façon à ce qu'aujourd'hui, le code minier qui est en travaux depuis quelques mois déjà, la réforme du code minier, la partie outre-mer est restée page blanche, et principalement pour la Guyane. Pourquoi ? C'est pas une mauvaise chose. C'est parce qu'elle reste à écrire. Et c'est la question que nous avons apportée. Le président François Hollande n'a apporté aucune réponse sur la question minière. Il est venu, considérons qu'il ne s'est pas exprimé sur la mine. Il n'y a eu aucune réponse. S'il ne s'exprime pas, c'est qu'on a plus ou moins compris. Il n'y a eu aucune réponse. Par contre, nous attendons de l'engagement du ministre Lurel qu'il le tienne.
On lui a demandé clairement, est-ce que les opérateurs miniers seront associés à la rédaction du code minier et est-ce que le code minier Guyane sera rédigé au vu des seuls intérêts du développement de la Guyane. D'accord. Est-ce que l'idée d'une coopérative en lien avec l'État, c'est une idée qui vous plaît? C'était quoi encore le terme exact? Un établissement public. Un établissement public pour faire bouger les lignes. L'État français veut sa part du gâteau aussi. Est-ce que ça vous plaît, ça? A priori, non. Cet établissement public, Guylaine Bourguignon, et ensuite vous, Armand Achille. Moi, je vais prendre la parole au niveau des hurleurs. On ne parle pas de ce choix. Par contre, moi, je reviens sur le fait que quand on dit que la matière première, les ressources appartiennent au peuple, il faut bien le comprendre. Hein. Par exemple, le même hégémonisme que l'on entend d'Europe venant sur la Guyane, il faut faire attention de ne pas l'avoir du littoral sur le peuple de l'intérieur. Parlant de cela, on sait bien qu'il y a de grandes distorsions. Les jeunes amérindiens, pour parler d'eux, et les jeunes bushinengués sont appelés aussi à avoir peut-être des attitudes déviantes. Comment faire dans des régions où il n'y a pas d'activité économique et tout au long de la journée, on voit les autres qui passent, qui s'enrichissent, les marchandises, etc. Donc il y a une vraie réflexion à avoir au niveau de ces populations qui sont confrontées par rapport à cette illégalité, par rapport à se laisser faire, et eux-mêmes qui sont sans activité économique. Il faut les laisser penser pour eux-mêmes aussi. Très bien. Parce qu'ils ont décidé. C'est bien d'en parler aussi. Donc, établissement public, Armand Achille. Apparemment, vous n'êtes pas très... Je vais essayer de répondre rapidement à vos trois questions. La première question, on ne doit rien inventer. La Guyane est, au niveau minéral, un pays béni par la nature. On parle beaucoup d'or, mais il y a énormément de minéraux, le colombo-tantalite, le diamant, etc., etc. Je ne vais pas faire l'inventaire, mais j'invite mes compatriotes à aller se documenter. Ils verront que la Guyane est véritablement bénie au niveau de son sous-sol, et pas que de son sous-sol terrestre. Même on le voit récemment avec l'actualité du pétrole, le sous-sol marin est également potentiellement riche. Tous les autres pays qui ont un potentiel équivalent en proportion à celui de la Guyane. Les ressources minérales étant des ressources par nature non renouvelables à l'échelle de la vie humaine, quoi. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voilà. Donc on prend l'exemple de l'Afrique du Sud, par exemple. Johannesburg, ce pays-là, il s'est construit avec la mine. La Californie, c'est l'État le plus riche des États-Unis. À lui tout seul, il représente un quart du produit intérieur brut des États-Unis. Et la Californie s'est construite à travers la mine. Donc, la Nouvelle-Calédonie. Voilà, avec le préalable minier et le nickel. Et l'exigence des Kanaks a été de dire au gouvernement français, c'est notre terre, c'est à nous. On négocie un référendum pour l'autodétermination entre 2014 et 2020, à condition qu'entre-temps, vous montez une usine dans nos provinces, et cette usine-là, parce qu'on amène le sous-sol, nous sommes majoritaires. Alors, je sais que vous voulez répondre. Donc, l'or doit servir à construire le modèle social et économique de la Guyane. Les ressources minérales. La deuxième chose que je voulais dire concernant la visite de Hollande, il est venu au courant du mois d'avril 2012. Il a fait une promesse, s'agissant du secteur d'activité. Immédiatement après mon élection, je supprime le SDOM, le schéma départemental d'orientation minière. Ça fait 18 mois qu'il est élu, M. Hollande, le président des Français. Le SDOM est toujours en vigueur, et j'ai entendu personne, ni les politiques, qui ne sont pas très courageux sur la question, ni les représentants officiels de la profession, exiger de M. Hollande de respecter sa promesse de campagne. Parce que tout le monde a applaudi lorsqu'il a fait cette promesse, parce qu'effectivement, le SDOM, c'est un objet juridique non identifié, parce que c'est un schéma d'aménagement territorial qui n'existe qu'en Guyane, qui est au-dessus du SAR, et qui enlève les prérogatives que les élus guyanais ont concernant l'aménagement du territoire, et qui le donne à l'exécutif français. Et puis la dernière question, concernant l'établissement public. Je ne suis pas forcément opposé à la question, mais si c'est monsieur le gouverneur, dit aujourd'hui monsieur le préfet qui préside cet établissement et qui est majoritaire, moi ça me pose problème. Mais si c'est le modèle Kanak, et c'est le président élu
par les Guyanais, qui dirige un établissement public et qui fait en sorte que les profits soient redistribués dans d'autres secteurs d'activité pour qu'on puisse effectivement construire ce pays-là à long terme, on peut étudier la question. Mais dans le cadre colonial, il ne peut pas y avoir de développement économique, il n'y aura que du pillage. Parce que l'Afrique du Sud, la Californie ou même la Kanaki aujourd'hui, c'est parce qu'ils avaient un certain nombre de leviers qui permet de faire bénéficier aux populations, comme en tout cas le dit les différentes chartes, et notamment la charte de l'ONU, de faire bénéficier aux populations des retombées des ressources naturelles qui est sur le territoire. Excusez-moi d'avoir... Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas parlé de la Nouvelle-Calédonie par hasard, c'est un territoire d'outre-mer. Est-ce que ce n'est pas là une forme de solution également? Alors attention, ils sont autonomes, presque indépendants. Et c'est pour ça que tout leur revient. Ils ont négocié avant, effectivement, comme dirait Armand Achille. Est-ce que ce n'est pas une piste là pour la Guyane? Mais concrètement, on est d'accord sur le principe qu'il nous faut une politique minière, il nous faut un cadre réglementaire, c'est-à-dire que nous sommes militons pour un code minier guyanais et non pas une adaptation guyanaise du code minier. D'accord ? Un code minier guyanais, donc il nous faut un cadre réglementaire incitatif et il nous faut une politique minière. Ce que aujourd'hui nous n'avons pas. Si le Guyana arrive à produire 14 tonnes, c'est bien parce que le Guyana a une politique minière, a des élus politiques qui sont visionnaires et qui mettent en place en œuvre une politique incitative. Ça paraît tellement simple, Gauthier Hort. Qu'est-ce qui se passe? C'est le courage, comme disait Armand Achille, de nos politiques qui nous pose ce problème-là? Pour parler des 160 kilos d'or qui nous occupent, je me souviens de Nicolas Sarkozy, oui, qui avait proposé que ces 160 kilos soient utilisés pour apporter l'électricité dans les villages du Haut-Maroni. On se rappelle. Ce que nous avons trouvé être une proposition indécente. Merci. Parce qu'il ne faut pas placer sur une activité illégale les manquements de l'État. D'accord ? C'est pas les 160 kilos qui sont là pour financer. Ça veut dire que l'État ne financera jamais. Ça veut dire que les communes n'auront jamais les moyens de financer l'électrification et la viabilisation des communes. C'est une façon détournée d'encourager. Et c'est une façon d'encourager l'orpaillage. Mais ça, le quinquennat 2007-2012 a été le quinquennat de l'orpaillage illégal. C'est clair. Maintenant, ça se voit dans les chiffres. Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait dû faire avec ces 160 kilos? Naturellement, pour nous, on aurait dû les poser au pot commun de la Guyane. D'accord? Nous avions proposé aussi à l'époque, mais bien avant qu'on sache déjà qu'il y a 160 kilos, que l'or saisi des clandestins participe à la création d'un fonds d'investissement minier. Parce que dans le cadre d'une politique minière, c'est clair qu'il faut proposer une solution de financement. On sait très bien que les banques en Guyane ne financent pas les secteurs productifs, ne financent pas la mine. Alors comment est-ce qu'on veut développer un secteur et faire en sorte que les retombées soient visibles, alors que à la base du financement, et nous sommes certainement le seul secteur d'activité qui ne parle pas de subvention. On parle simplement de financement. Guylaine Bourguignon, oui. Sur cette question, elle paraît tellement simple quand on écoute Gauthier. Elle paraît tellement simple, mais elle est simple. Alors c'est simple. Elle est simple. On est incapable. Elle est évidente. Oui, mais elle est politique là-dedans, parce qu'effectivement, on parle. C'est pas les politiques, c'est tout le monde. Enfin, je vais vous dire quelque chose. C'est tout le monde, mais quelque chose qui pour moi est évident. Aujourd'hui, la Guyane est sur le ventre. Il est temps qu'on lui donne des dispositions, qu'elle soit à quatre pattes. Et ensuite, comme un enfant. Si on ne donne pas, il faut prendre. Et ensuite, qu'elle prenne ces dispositions pour se mettre debout. C'est ça notre réalité. On ne veut pas le dire, quoi. Et on tourne en rond, en enveloppe, en enrobe, on parle de pouvoir égal, etc. Mais c'est ça, on ne dispose pas des éléments pour décider pour nous-mêmes. Alors qu'est-ce qu'on fait en attendant? On tourne en rond, on fait quoi? Moi, je pense il y aura des évolutions. Il y aura des évolutions. La population se pose des questions. Vous-même, vous faites partie des hurleurs pour ne pas avoir l'impression de hurler dans le vide. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dis, on est face à un défi qu'on sera obligé de relever, sinon le pays va exploser. D'ici à une quinzaine d'années, il y aura 150 000 jeunes de moins de 25 ans à qui il faudra donner une activité et à qui on devra également donner un revenu
de cette activité-là. L'ignorance, c'est laquelle? Le Ghana et la Guyane, c'est le même continuum géologique. Aujourd'hui, le Ghana produit 100 tonnes d'or. Les réserves d'or de la Guyane ne sont pas estimées, parce que l'inventaire du BRGM, c'est un inventaire qui a été fait sur fonds publics, mais il n'a pas été fait de façon circonstanciée avec un objectif politique. Les réserves du Ghana sont de l'ordre de 500 tonnes. En Guyane, moi je ne sais pas, je fais pas de plan sur la connaître, mais je sais que les géologues, et je parle d'un géologue qui a vraiment une dimension dans la région Amérique du Sud, M. Carlos Bertoni, qui a travaillé au Guyana, a travaillé au Suriname, a travaillé en Guyane, mais a également travaillé au Pérou, et qui disait que le potentiel guyanais est 3 fois plus important que celui du Suriname. Et Suriname, l'an dernier, c'est 40 tonnes. 40 tonnes Suriname l'an dernier. Nous, c'est 1 tonne 2, avec 2 principaux producteurs, et dont un a fermé sa mine pour des raisons de sécurité. Donc, si on veut effectivement faire en sorte que, comme l'a dit Guylaine Bourguignon, notre pays ne soit plus sur le ventre, que ce ne soit pas un pays alimentaire, ou qu'on ne fasse pas passer la solidarité qui est nécessaire par une politique où l'assistanat devient anesthésiant, devient quelque chose on fait en sorte que ça soit incapacitaire, qu'on puisse pas faire autre chose que de faire la queue à la poste entre le 6 et le 10 et de revenir le 6 du mois prochain dans un pays où il y a tout à faire. Et c'est pour ça qu'il faut changer de paradigme et sortir de la dépendance et des relations qu'on a avec la France pour nous prendre en main et essayer à minima de copier le modèle Kanaki. Mais en Kanaki, oui, je termine. En Kanaki, ils ont que le nickel. Nous, à côté du nickel, on a tout, à côté de l'or, on a tout autre chose. Achille, merci beaucoup. Un mot pour conclure. Guylaine Bourguignon, pour conclure. Mon mot pour conclure, Armand Achille, il a un peu détaillé ce que j'ai dit en résumé. Oui. Il faut qu'on se redresse. Il faut que, même sans parler d'indépendance, d'autonomie, qu'il y ait des lois qui soient faites pour la Guyane, avec les Guyanais. Et rappelons-nous qu'il y a des pays développés, tels que l'Islande, qui ont le courage de donner la propriété des matières premières aux populations. Les lois, si on les donne pas, à la gestion des populations. N'est-ce pas? Voilà. Je rappelle que nous sommes dans une logique d'inclusion économique où nous voulons inclure de plus en plus de Guyanais dans la mine. À tous les postes, et voilà pourquoi nous sommes en train de mettre en place des formations, dont certaines réussissent, certaines avec plus ou moins de résultats, mais nous continuons d'essayer pour que les Guyanais en parlent, mais au-delà d'en parler, qu'ils aillent eux-mêmes s'intéresser à leurs ressources. Parce que s'il y a autant de pillage, c'est parce que les Guyanais ne s'intéressent pas suffisamment ou n'ont pas suffisamment le courage d'aller chercher les ressources. Le Suriname veut produire, dans moins d'un an, dans moins de 5 ans, veut produire 100 tonnes d'or par an, parce qu'ils ont une vraie politique minière. Donc, et je rappelle que nous, en Guyane, ici, dans moins de 10 ans, nous voulons dépasser en volume d'activité, nous voulons dépasser le secteur spatial. En volume d'activité. C'est possible si on laisse la mine se développer et occuper son vrai poste Ça sera beaucoup de moins de 100 son vrai poste de premier acteur économique en Guyane. C'est possible avec beaucoup de volonté. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est un débat. Je suis désolé, Armand Achille. Ça sera Début de cette émission, un orpailleur qui nous a quittés récemment, Monsieur Kwame Bertrand, et qui était véritablement un combattant et qui a légué beaucoup à tous les orpailleurs guyanais et qui a disparu dans sa 97e année et qui était une mémoire de l'activité minière. Merci d'avoir une pensée pour lui, en tout cas. Gauthier Hort, merci. Je rappelle, président de la Fédération des opérateurs miniers, Armand Achille, Apogée, Association des producteurs d'or de Guyane, et Guylaine Bourguignon, membre collectif des Hurleurs. Merci d'avoir participé à ce débat. On se donne rendez-vous demain. On parlera du chikungunya.
Comment s'en protéger? Est-ce qu'il arrive jusqu'en Guyane? Il y aura des médecins, des gens de l'ARS ici même sur le plateau du Focus Info. Excellente soirée sur le Focus. Dans quelques instants, le défi de la CACL, Step Leblon. Donc c'est un magazine qu'on vous propose sur ATG. Enquête exclusive juste après et Cayenne 18 ensuite. Voilà pour la soirée sur ATG. Mais tout de suite, le journal de TF1. Bonne soirée, à demain.